Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour, bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Notre invité, Emmanuel Morel, eurodéputé gauche républicaine apparenté à la France insoumise. Bonjour. Alors, bonjour. Vous n'êtes pas nouveau sur ce plateau, merci de revenir aujourd'hui. C'est un plaisir. Plaisir partagé, plaisir partagé. À vos côtés, le plus insoumis des journalistes européens. Je ne sais pas si ça va lui faire plaisir. C'est pas le but, c'est pas le but. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Reconnaissons-le, malgré ses effets dévastateurs, cette crise sanitaire a eu tout de même quelques vertus. En moins de 90 jours, elle a mis à bas plusieurs tabous que vous, Emmanuel Morel, et vous n'êtes pas le seul, dénoncez depuis plusieurs années. La politique industrielle, le pacte de stabilité et quelques autres dogmes. Un flingage en beauté dont va se réjouir Jean Quatremer dans son édito. Un autre menhir est en train de trembler sur ses bases, celui de l'annulation de la dette publique. L'idée fait son chemin bien au-delà des cercles habituels des économistes et responsables politiques de gauche. Annuler tout ou partie de la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne, n'est-ce pas là la vraie solution pour relancer l'économie? On en discute dans quelques instants. Mais avant cela, allons voir ce qui s'est joué en coulisses entre Paris et Berlin ces derniers jours. Jean-Luc Mélenchon, le président de votre parti, dénonce régulièrement la soumission de la France aux décisions prises à Berlin. Il a de nouveau fait cette lecture au lendemain de la proposition franco-allemande du plan de relance. Mais est-ce vraiment encore le cas? Ce plan n'est-il pas la démonstration qu'un nouvel équilibre entre la France et l'Allemagne est à l'œuvre? Alors, je reprends le tweet de Jean-Luc Mélenchon, celui qu'il a posté le 18 mai. Humiliante séance Macron-Merkel où la France fait le porte-serviette du gouvernement de coalition en Allemagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce qu'une fausse victoire française? Une vraie victoire allemande? C'est pas forcément une fausse victoire française, mais surtout, la réalité, c'est que c'est le choc du réel. Parce qu'on glose sur l'Allemagne et son changement de politique. Mais Madame Merkel, elle a bien compris que si on continuait comme d'habitude en Europe, business as usual, le risque, c'était l'explosion de la zone euro et l'explosion de l'Europe. Et les Allemands, contrairement à ce qu'on croit, la force de l'Allemagne, parce que l'hégémonie allemande, elle n'a pas disparu avec cette crise, mais la force de l'Allemagne, elle est arrimée à un euro, qui est une monnaie forte, une monnaie de référence, à un marché unique dont elle bénéficie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a un formidable hinterland à l'Est, tous les pays de l'Est, qui conforte son industrie et ses entreprises. Donc elle, de toute façon, elle n'avait qu'un seul objectif, c'était empêcher l'explosion de la zone euro, parce que l'Italie, parce que l'Espagne sont pris à la gorge consécutivement à cette crise. La France a fait un choix, celle de faire revivre une fois de plus le couple franco-allemand et de faire une annonce, c'était il y a quelques jours, demandant un plan de relance. Elle aurait pu procéder différemment. Peut-être qu'elle aurait pu prendre langue avec l'Italie et l'Espagne avant pour montrer qu'il y avait un front plus large qui souhaitait une inflexion de la politique européenne. Enfin, le résultat quand même, c'est qu'il y a un petit bouger proposé à la fois par le chef de l'État français et Madame Merkel, mais surtout par Madame von der Leyen il y a quelques jours au Parlement européen. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on est encore loin du compte. Pourquoi? Parce qu'il va falloir passer l'épreuve du Conseil, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Et comme vous le savez, sur les 27 pays, ils ne sont pas tous convaincus qu'il faille mutualiser une partie des dettes. Ils ne sont pas tous convaincus même des vertus de la relance budgétaire, en tout cas d'une certaine ampleur. Et donc le vrai débat, maintenant, il est là. Après, il y a aussi un certain nombre d'incertitudes et d'inquiétudes par rapport au plan. Parce que moi, j'ai relu le plan, la première proposition de la Commission. Il y a des blancs, il y a des incertitudes, il y a une question très simple. Madame von der Leyen dit « ça doit se faire dans le respect du cadre budgétaire et adossé au semestre européen ». Vous savez, ce semestre européen, c'est ces recommandations de la Commission qui, année après année, expliquaient aux États qu'il fallait réduire les dépenses publiques, couper dans les dépenses de santé, etc. etc. Bon, si c'est ça, évidemment, ça ne marchera pas. Donc, est-ce qu'on va aller au bout de cette logique? J'en suis pas sûr. Jean, je vous vois frissonner sur votre fauteuil. Non, mais parce que je voudrais revenir justement au tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est normal, c'est son parti, donc il ne va pas taper sur son président, même s'il le fait subtilement. C'est pas mon parti, président. Votre président, c'est quoi? C'est un secrétaire général? Pas plus, non, c'est un porte-parole parmi d'autres de la France Insoumise. Parce qu'en gros, ce tweet, il faut le dire clairement, c'est n'importe quoi. À mon avis, il a dû boire un coup avant parce qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé. Ah non, il boit très peu. Je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc, c'est inexcusable. Parce que depuis 3 ans, Emmanuel Macron demande exactement ce qui est en train de se passer. Et là, pour le coup,
le président de la République, dans ce secteur-là, c'est un sans faute qui a été oui, il a été d'une cohérence absolue, d'une cohérence totale et absolue. En droit César, ce qui est et il a César, tenu, avec et il a tenu, Wagner-Borg. et il a réussi à tenir, il a réussi à tenir la relation franco-allemande, qui est absolument essentielle parce que sans accord franco-allemand, bien sûr, il n'y a pas d'accord au niveau Angela Merkel européen. aussi a tenu à ce couple. Mais bien sûr, il a tenu à ce couple. Mais je veux dire qu'il est resté, alors qu'à un moment, il y avait des tensions qui étaient extrêmement fortes. Il faut se rappeler que, par exemple, en 2018, il y a eu l'accord de Meseberg, où elle s'était engagée à créer un budget de la zone euro, qu'ensuite, les ministres des Finances a démoli pièce par pièce. Oui, et aujourd'hui, ça a il ne reste que strictement rien de l'accord de Meseberg. Donc c'est ça la réalité. Cette fois-ci, la séquence, elle a été quand même assez extraordinaire. La chancelière, le 13 mai, annonce au Bundestag qu'elle est d'accord pour faire une dette commune. Elle le dit, j'accepte une union de transfert pour sauver l'euro et sauver le marché intérieur. Ce que demandait la France depuis une lettre commune qui a été signée par 10 pays le 26 mars, si mes souvenirs sont bons, le 26 mars exactement. Et donc elle se rallie à cette lettre qu'elle avait refusé de signer le 26 mars parce qu'entre-temps, vous avez eu un arrêt du Conseil de la Cour constitutionnelle allemande qui a tapé, voilà, Il a forcé en fait à faire ce choix. Qui l'a forcé à faire ce choix parce que c'est un arrêt souverainiste qui menaçait d'interdire à la Banque centrale européenne d'intervenir sur les marchés et donc de soutenir la croissance des États de la zone euro. Donc, et après il y a la proposition franco-allemande le 18 mai et tout de suite après c'est embrayé avec la Commission européenne. Donc là la séquence est absolument parfaite parce que Ursula von der Leyen reprend au bon la proposition franco-allemande et on rajoute, parce que la proposition franco-allemande, c'est 500 milliards d'euros, et elle met 750 milliards d'euros sur la table. Donc je dis, bravo, personne ne s'est, personne ne s'est couché, et en tous les cas, dire que c'est l'Allemagne qui impose son calendrier, mais nom de Dieu, Jean-Luc Mélenchon, depuis, ça fait 70 ans que l'Allemagne refuse l'endettement commun. C'est ça la réalité. Jean Quatremer, là, je vous pose la question à tous les deux, parce qu'on voit un peu Angela Merkel qui joue les chevaliers blancs, pour redorer son blason, le blason de l'Allemagne. On présente sa concession comme majeure. On avait à l'époque, en 1990, présenté la concession d'Helmut Kohl pour l'euro contre la réunification. On l'avait présenté comme majeure. Mais après, on a quand même eu un euro à l'image du Deutschmark, une banque centrale européenne à l'image de la Bundesbank. Est-ce qu'on ne va pas payer Est-ce qu'on va pas payer Quoi, la BCE, c'est la Bundesbank. Mais à l'image de la Bundesbank. Mais ça a été créé la Banque centrale européenne. Je suis désolé, elle a balancé par-dessus bord l'héritage de la Bundesbank. Donc est-ce qu'il ne faut pas nous faire payer cette concession majeure un jour ou l'autre? C'est ça la question que je me pose. Mais il y a toujours la tentation, chez un pays hégémonique comme l'Allemagne, parce qu'il y a une hégémonie allemande en Europe, on peut le regretter, mais c'est la vérité, il y a toujours une tentation. Elle n'est pas forcément mauvaise, cette hégémonie. Oui, c'est les faits. Oui, c'est le fait. Mais c'est aussi lié à la volonté politique de l'Allemagne, qui est très organisée, contrairement à la France. Et moi, je ne partage pas du tout votre appréciation sur Macron, et d'ailleurs sur les présidents qui l'ont précédé. La réalité, c'est que il y a eu beaucoup de promesses, de paroles, mais pas beaucoup d'actes. Donc je pense qu'il faut quand même faut se garder de tout enthousiasme échevelé. Ce qui est vrai, en revanche, et là c'est le point que j'accorde à M. Quatremer, c'est qu'il y a un bouger dans la position allemande. Enfin, dans la position de certains dirigeants allemands. En l'occurrence, Mme Merkel. Puisque jusqu'à maintenant, l'idée même d'une mutualisation des dettes, quelle qu'elle soit, c'était impossible. On voit que ce plan de relance européen a fait voler en éclats certains tabous, de nombreux tabous. Même, je dirais, peut-on aller plus loin encore? Et pourquoi pas une annulation pure et simple de la dette publique des États? Nous allons en parler maintenant. Alors, quand Jean-Luc Mélenchon et le très libéral Alain Minc sont d'accord sur quelque chose, ça mérite quand même qu'on s'y attarde un instant. Les deux sont en effet favorables à l'annulation de la dette publique des États détenue par la Banque centrale européenne. On parle tout de même de plus de 2 000 milliards d'euros. Une idée qui est néanmoins très loin de faire l'unanimité. On écoute l'eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Annuler la dette aura toujours un coût. Et ce coût se paye forcément, d'une manière ou d'une autre. Alors, soit si vous faites de la dette et que vous devez la rembourser, cette dette sera un coût pour les générations qui en assumeront la charge. Si vous l'annulez, eh bien, ça va nécessairement détruire de la valeur dans l'économie réelle. Et je crois qu'on n'a pas le droit de jouer avec le feu sur des questions comme celle-là. Alors Emmanuel Morel, moi l'autre jour, je regardais une série de fantastiques avec mes filles et ils expliquaient... Est-ce qu'elle était bien au moins? Pas mal, je veux dire, je me suis assez divertie. Et il y avait une phrase qui revenait toujours, quand on utilise la magie, il y a toujours un prix à payer. Est-ce que si on annule la dette, il n'y a pas un prix à payer, un déplacement du fardeau? On nous dit que non, mais ça n'a rien à voir avec la magie.
D'abord, première chose, il faut avoir un rapport laïque et pragmatique à la dette. Hein, donc pas du tout magique. Merci de nous ramener comme ça brutalement. Pas religieux, Et pas religieux. comme les Allemands. Je dis, Les Allemands, c'est religieux. D'abord, toute l'histoire économique est faite d'annulation de dette. Hein, déjà. La D'ailleurs, dette de même l'Allemagne, par exemple. l'Allemagne à 2 reprises. Hein, quand même, après les guerres, et puis c'était des sacrées dettes. Hein. Ouais. Les Pays-Bas aussi, dans les années 50. Donc, mais on pourrait remonter plus loin. Toute l'histoire économique est faite d'annulation de dette. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est peut-être un scoop, mais l'annulation de dette, on en fait déjà. On en fait déjà, parce que depuis la crise de 2008... On la repousse, on la fait rouler, c'est Non, ça, pas non du tout. Depuis en fait, la fin du mandat de M. Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne et l'arrivée de Mme Lagarde, on en fait déjà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la création monétaire et du rachat massif de dettes souveraines. C'est une forme d'annulation. Donc on en fait déjà. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, Expliquez pourquoi. À partir du moment où vous rachetez de la dette souveraine, en gros, j'essaie d'expliquer très simplement. Oui, parce que là, les États émettent des obligations, des titres de dette. Une institution, puisque les traités interdisent à la Banque centrale de racheter directement. Donc une institution, une banque par exemple, achète ces titres de dette. 2 semaines après, elle les revend à la BCE, avec un petit intérêt au passage. La BCE, elle les met dans ses actifs, et puis elle crée de la monnaie pour compenser ça. Donc c'est une forme d'annulation. Troisième chose quand même, c'est une forme d'annulation. Troisième chose très importante, et c'est d'ailleurs pour ça que Minc, Draghi, Mélenchon sont d'accord, c'est parce qu'ils savent d'abord que ça se fait déjà, que ça s'est beaucoup fait, que ça doit se faire davantage. Mais la troisième chose, c'est qu'il faut qu'on parle sérieusement de la dette publique. Un pays comme l'Italie, par exemple, qui a pourtant mis en place des plans d'austérité très durs dans les dernières années. Contrairement à ce qu'on croit. Son niveau de dette publique, il n'a pas bougé. Parce que comme ils étaient en récession, qu'il y avait une faible activité économique, ils n'arrivaient pas à relancer la machine. Je ne vous parle même pas de la Grèce, 175%. Je peux vous dire, ils ont été saignés. Ils ont été saignés. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'à des tels niveaux de dette, la relance de l'activité devient très dure parce qu'il plombe complètement le budget de l'État, même quand le budget hors service de la dette est en excédent. Parce que c'est ce qui se passe et pour l'Italie et pour la Grèce. Donc là aussi, il faut avoir un point de vue pragmatique. On est dans une situation de récession hallucinante. On n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'Union européenne. Il faut un plan de relance. Et le plan de relance, ça passe aussi par une politique monétaire qui soit expansive. Mais ça, c'est pas grave. Et je pense que là, pour le coup, sur l'Allemagne, il y a un rapport qui est religieux à la dette pour des raisons historiques. Il va falloir laïciser ce rapport. Et puis la crainte de l'inflation. Dernier point qui me paraît très important, on n'en parle jamais. Mais la dette publique, c'est important. La dette privée aussi, c'est important. Parce que la plupart des grosses crises systémiques, ça vient de l'endettement des ménages et des entreprises. Et par exemple, la crise des subprimes aux États-Unis, c'est une crise de dette privée qui se transforme en crise de dette publique. Donc vous voyez que il ne faut pas se focaliser exclusivement sur cette question de la dette publique. Il faut avoir en tête que la dette privée, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut relancer la machine économique. Parce que s'il y a beaucoup de chômage et beaucoup d'endettement des ménages, le château de cartes s'effondre complètement. Alors Jean, vous en pensez quoi, cette annulation de la dette? Sur la dette privée, c'est un élément important dans le cadre justement du fonds de relance. Parce qu'un des pays... Mais ça, on ne peut pas annuler. C'est la Hollande. Un des pays qui refuse le plus la dette commune, parce que, disons, elle gère bien ses finances publiques, ce sont les Pays-Bas. Or, les Pays-Bas, ce sont les champions d'Europe et sans doute les champions du monde, juste derrière les Norvégiens, de l'endettement privé. Et ça, personne n'en parle jamais. Or, c'est vrai que leur dette privée est un problème économique majeur. Donc, on ne peut pas rayer la dette privée. C'est pas pareil. J'aimerais bien que mon banquier raye ma propre dette privée, mais c'est beau lui en parler, il n'est pas tout à fait d'accord. Il y a l'inflation, qui aide un peu. Mais l'inflation n'est pas suffisante aujourd'hui pour effectivement pour dévorer nos dettes privées, hélas. Alors sur l'annulation de la dette publique, moi je pense que il faut faire. Je suis persuadé qu'effectivement, il y a un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui paiera. Ça, on peut faire de l'annulation d'État à État, ce qu'on a fait par exemple. Mais vous pensez que le fardeau va se transformer? Voilà. Alors, tant que ça reste dans les banques... épargnants, la nouvelle génération, c'est ce que disent un peu les détracteurs. Mais non, justement, j'essaie de vous expliquer le contraire. C'est ce que j'essaie. Ça ne va pas coûter aux épargnants. C'est le problème. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique qui est menée, elle n'est pas pour les épargnants. Ça, de toute façon, on s'en fout. On est en train d'euthanasier les épargnants. C'est ça la réalité de la politique. La Banque centrale européenne mène une politique de gauche, c'est-à-dire qu'elle favorise la croissance. Elle favorise l'emploi. Elle favorise l'emploi. Et que l'Allemagne voudrait une politique, justement, qui favorise l'épargne, qui favorise les actionnaires, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt élevés. Nous, on a décidé de ne pas faire cette politique-là. Alors, est-ce que nous, les Européens, j'entends dire, nous, les Européens, on est tous les Européens. Quand même. Voilà. Non, mais c'est pas ça, c'est que nous, on ne sait pas trop qui c'est. Je dis nous, les Européens. La Banque centrale, l'Union européenne, les États, c'est vrai qu'il faut un peu préciser. Juste pour revenir sur cette question d'annulation de la dette. La Banque centrale européenne, le jour où on annule une dette,
dette, il faut savoir qui va payer. En France, qui détient de la dette, par exemple? Ce sont nos banques, ce sont les compagnies d'assurance, c'est votre assurance vie, etc. Donc si on annule une partie de la dette d'État, c'est-à-dire que c'est vos économies et votre banque, c'est qui finance l'économie qui est affaiblie. Il y a un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui paye. Je veux dire, on peut pas. Il n'y a pas quelque chose de magique comme ça. Il n'y a pas de passe. C'est comme quand on dit l'hélicoptère monnaie. C'est très sympa. Ça, c'est encore autre chose. La monnaie hélicoptère. L'hélicoptère monnaie, c'est encore autre chose. Oui, mais c'est à chaque fois, on vous trouve de l'argent magique. Je veux dire, effectivement, là aujourd'hui, on est en train de s'endetter. On se dit, ah ben c'est de l'argent magique puisque c'est l'argent qui n'existait pas avant. Oui, mais c'est des dettes massives. Il y a un moment, il va falloir se poser la question. Comment on va faire pour rembourser? Et si on annule, effectivement, qui va payer en bout de chaîne? C'est-à-dire que tous les pays, on a fait de l'annulation, ça je suis complètement d'accord, mais c'était des périodes qui étaient pour les États extrêmement brutales. Il faut se rappeler ce qui s'est passé avec l'Argentine. Non, mais avec ce qui s'est passé avec l'Argentine. L'Argentine n'en est toujours pas sortie, ça fait 20 ans qu'ils n'arrivent pas à revenir à niveau. L'Allemagne, c'est un pays qui était quand on voit le chômage détruit. qui va exploser, mais je suis d'accord. La faim qui mais oui, mais donc, de gens, on met 3 000, il y a 3 300 milliards qui sont mis sur la table là. D'abord, il ne faut pas comparer l'Argentine, qui en plus a été saignée par des plans d'austérité inouïs, et la situation européenne qui est un petit peu différente quand même. Et puis c'est pas le même marché, c'est pas le même poids économique, parce que l'euro, ça reste une référence. Mais oui, mais pour que ça reste une référence justement, il faut qu'elle soit crédible. Mais vous inquiétez pas, c'est le premier marché économique du monde. Donc de toute façon, on n'a pas de crainte que tout d'un coup l'Europe fasse défaut. Donc ça, c'est pas le sujet. Je reviens quand même sur un point, le problème de la Banque centrale. Alors c'est vrai que par pragmatisme, Draghi et Lagarde ont un peu changé. Mais dans les statuts de la Banque centrale, c'est marqué noir sur blanc. Ce qui compte, les objectifs, c'est la lutte contre l'inflation. C'est ça qui va pas. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que l'inflation n'est pas un problème. Au contraire, on est même menacé par la déflation. C'est pour ça qu'il faut changer les objectifs de la BCE. Ils le font de façon impressionniste. Et quand ils sont confrontés... Mais quand ils sont confrontés à des crises, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit assumé dans la politique européenne. Et c'est là qu'on a un débat avec les Allemands et c'est pas prêt de se solder. Je rappelle quand même que c'est 25, la BCE détient aujourd'hui 25% de la dette européenne dans ses coffres, 2600 milliards d'euros. Mais c'est rien du tout. Alors dans la série L'Europe met fin à ses vieux tabous, le prochain épisode pourrait s'intituler Faut-il enterrer le pacte de stabilité? Ce sera l'édito de notre tonton flingueur. Face à l'ampleur de la crise économique qui s'annonçait, il n'a fallu que quelques heures à l'exécutif européen pour suspendre la plupart des règles qu'il s'épuise habituellement à faire appliquer. Alors faut-il y voir un trop rare signe de lucidité politique chez nos technocrates européens? On écoute l'édito de notre tonton flingueur, Jean Quatremer. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Les tabous européens sont éparpillés aux quatre coins de Bruxelles, façon Pulse. En moins de 2 mois, le pacte de stabilité budgétaire, les règles de concurrence, la politique industrielle, le désarmement commercial, le refus d'une union de transferts financiers sont tombés au champ d'honneur de la réalité, celle de la crise du coronavirus. Et on ne peut que s'en réjouir. Ce retour au pragmatisme est une excellente chose. Regardez ce qui se passe en Allemagne ou au Royaume-Uni. Du jour au lendemain, ces 2 pays chantres du moins d'État ont changé leur fusil d'épaule, nationalisant et déversant des aides d'État à qui mieux pour sauver leur économie. Est-ce choquant? Non. C'est ce qu'attendent les citoyens. Ils élisent des gouvernements qui doivent les protéger, pas des principes qui les envoient dans le mur. Dans l'Union, jusqu'à présent, c'était exactement le contraire. Les principes tenaient lieu de colonne vertébrale d'une union dépourvue de gouvernement et de légitimité démocratique. On s'accrochait aux traités, ou plutôt à leur interprétation souvent téléologique, de peur que la construction communautaire ne s'effondre, tant les 27 ne partagent idéologiquement pas grand-chose. Les traités sont devenus des morceaux de la vraie croix, protégés par les gardiens du temple de la Commission. Mais le coronavirus, et c'est la seule bonne chose qu'il ait apporté, a tout fait voler en éclats. Sauf à couler l'Europe pour de bon, il a fallu bazarder par-dessus bord des anciennes croyances. L'équilibre budgétaire, contre-productif quand la récession va atteindre 10 à 12% du PIB. L'interdiction des aides d'État, inadaptée si l'on ne veut pas qu'il y ait des dizaines de millions de chômeurs. La dette européenne, nécessaire si l'on veut sauver l'euro et le marché unique, clé de la croissance de demain. La politique industrielle, indispensable si l'on veut adapter l'Union au monde d'après. La fin de la mondialisation heureuse, une question de vie ou de mort si l'on ne veut pas devenir le terrain de jeu de la Chine.
C'est la grande leçon de cette crise. L'Europe doit devenir politique au sens le plus noble du terme et pas seulement juridique. On ne tombe pas amoureux d'un traité européen, on ne rêve pas de principes intangibles, on veut des responsables démocratiquement élus qui prennent les décisions les plus adaptées au moment présent. Alors visiblement, l'édito de Jean était assez à gauche pour que vous l'ayez adoubé. Je vous entendais, vous auriez pu l'écrire, vous me disiez. Est-ce que pour redevenir politique au sens le plus noble du terme, comme l'a dit Jean Quatremer, pour vous, une des étapes doit passer par l'enterrement en beauté de ce pacte de stabilité qui était un des principes les plus intangibles au niveau européen? Non mais en fait, si je disais que j'aurais pu l'écrire, c'est parce qu'il parlait de la réalité à un moment. Et vous savez, comme disait Lacan, le célèbre psychanalyste, la réalité, c'est ce contre quoi on se cogne. Ben là, tous les idéologues de la Commission européenne et les dirigeants européens qui, en effet, ne juraient que par les traités, l'orthodoxie budgétaire, ils se prennent la réalité en pleine face. Oui. Et la réalité, c'est quoi? C'est la récession, le chômage de masse, la pauvreté, la faim, vous l'avez dit, dans certains pays. Et forcément, on se rend compte que tout ce à quoi on croyait de façon un peu religieuse. Oui, la religion permettait quand même de cimenter, ça vous l'avez quand même tombe par terre. Votre... Et d'une certaine façon, c'est tant mieux. Mais M. Quatremer, il reste encore des progrès à faire. Hein. D'abord, attendons le résultat du Conseil. Première chose, sur le plan de relance. Deuxième chose, vous dites oui, la mondialisation heureuse, c'est terminé. Il faudrait en convaincre certains. Moi, je sors d'une commission, la commission commerce international. M. Hogan, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique que il faut continuer à faire des traités de libre-échange comme avant. On est même en train, la Commission, de négocier un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est-à-dire des pays qui sont à 18 000 kilomètres de l'Europe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur acheter du lait non, c'est de la viande ovine. Hein. Alors qu'on a une crise de surproduction laitière en Europe, qu'on n'a pas besoin. Et puis surtout, on parle de Green New Deal et d'empreinte carbone. Je m'excuse, mais faire venir des tonnes de viande supplémentaires à 20 000 kilomètres de l'Europe, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est juste absurde. Donc là, il y a quand même des progrès à faire. De la même façon, donc sur le libre-échange, il y a des progrès à faire. Sur la lutte contre l'inflation, il va falloir qu'on convainque un certain nombre de nos collègues. Et sur l'orthodoxie budgétaire, là, de toute façon, d'une certaine façon, c'est terrible d'ailleurs, parce que c'est terrible et regrettable que ça soit un virus, une pandémie qui en soit arrivée à les convaincre de ce que nous, on essaye de dire et de faire depuis des années. Alors, il va falloir en tirer les conséquences, mais soyons très vigilants, parce que pour l'instant, ce que je vois, notamment à droite de l'hémicycle, mais surtout même à la Commission, c'est que ils restent quand même un peu engoncés dans leurs certitudes anciennes. Oui. Donc on est très loin du compte. Alors on a vu quand même des changements. On entendait Christine Lagarde qui dit, je crois que les termes du pacte de stabilité et de croissance devront être revus et simplifiés avant que l'on songe à le réinstaurer. Donc vous pensez qu'il va y avoir une révision, ou qu'on va essayer de nous refoutre le même modèle je suis comme avant, tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des résistances. On le voit bien. Et là, Hogan que vous citez, c'est typique. Il y a des gens qui veulent recommencer comme avant. Mais le choc est tellement majeur. Et je crois que personne ne se rend compte de l'ampleur du choc. Moi, ce qui me sidère, pas encore. Je pense que ça va venir très vite. Hein. Mais je pense que non seulement les dirigeants, certains dirigeants ne s'en rendent pas compte. À la Commission européenne, ils vivent dans une bulle totale. Mais même nos citoyens, par exemple, en France, on est sous perfusion. Les gens reçoivent. Ils commencent à perdre leur emploi, ils oui, s'en mais rendent compte. d'accord, mais massivement, ils n'ont pas perdu leur emploi. Pour l'instant, ils sont indemnisés par le chômage. Et ça va arriver. C'est fini au mois de juin. Oui, mais les indépendants, ils sont déjà. Oui, mais ça finit au mois de juin. Donc les gens vivent encore un peu cotonneux. Et quand on voit que encore 55% des Français sont prêts à rester confinés. Je veux dire, réveillez-vous. À la fin de l'année, c'est là où on va se prendre le choc, mais total, au mois de décembre. Pourquoi? Parce que les entreprises vont commencer à faire faillite et l'effet de chaîne va s'enchaîner. Donc, je veux dire qu'on n'a pas encore compris ce qu'est une récession de moins 12 et moins 15%. Mais ça va vite arriver. Quand on va voir la misère dans nos rues, parce que c'est ça dont on parle. Il y a 3 mois de confinement, vont pousser des gens à mourir de faim. Enfin, regardez les restos du cœur, comme on disait, qui accueillent des nouveaux... Allez voir dans n'importe quelle ville, il y a des gens qui étaient de la classe moyenne, qui ont déjà perdu leur job, eux... On leur donne à manger, en Espagne, on donne à manger aux gens. C'est un truc dramatique. Non, c'est dramatique. Donc, ils résistent encore, mais ils ne vont pas résister longtemps. Parce que, encore une fois, c'est comme une guerre mondiale, ce qu'on est en train de vivre. C'est une guerre mondiale. C'est cataclysmique. Donc oui, il y a des résistances, mais je peux vous assurer que ces gens vont être balayés par l'histoire. Moi, j'adore parce que vous êtes là, où ça réveille l'homme de gauche qui sommeille en Jean Quatremer. J'aurais au moins servi à ça. Mais il faut quand même... D'abord, oui, la récession va être d'une violence inouïe. On annonce un chômage multiplié par 2 d'ores et déjà. Oui. En France, idem en Espagne, idem en Italie. Donc ça va être ultra violent. Et
ceux qui pourraient continuer, parce qu'il y en a qui ont la tentation de dire il faut couper dans les dépenses publiques, il faut faire des plans de réduction des dépenses de l'hôpital et de santé. C'est ce qu'on entend depuis 10 ans. Ben, non seulement ils vont se prendre les citoyens dans la gueule, mais le risque, pour nous qui sommes européens, c'est quoi? Qu'arrivent des mouvements nationalistes d'extrême droite et qui disent tout ça, c'est fini. Donc, je veux dire, parce que généralement, les crises, dans l'histoire, ça peut mal finir. On sait que ça peut mal finir. Donc, si on n'a pas en face des Européens... Une réaction massive et rapide, il faut. Massive, rapide, et qui change par rapport aux dogmes qui sont là depuis 10 ans et qui nous ont mené à la catastrophe. Donc, cette prise de conscience, elle aura-t-elle lieu? Je n'en sais rien, en vérité. Parce que je connais les pesanteurs aussi. Je connais certains dirigeants européens qui sont encore dans le monde d'avant la crise, et qui réfléchissent comme business as usual. Et je peux vous dire que dans la Commission, il y en a pas mal aussi. Donc, il va falloir qu'on construise un rapport de force. Je pense que les citoyens nous y aident parce qu'eux aussi aspirent à un changement radical et profond. Puis surtout, ils ont peur. Ils ont peur pour leur logement, ils ont peur pour leur emploi, ils ont peur pour leurs gosses. Encore une fois, c'est terrible qu'il ait fallu attendre une crise d'une telle ampleur pour changer profondément l'Europe. C'est un peu sur ce constat préoccupant que, hélas, nous allons devoir clôturer cette édition. Merci beaucoup, Emmanuel Marouet, d'être venu. Merci à vous, Jean. Merci aussi à Hugues Baudouin, Alexandre Rougier, David Brasseur et aux équipes du Parlement européen sans qui rien ne serait possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la faute à l'Europe. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.